Écoutez ça, tout le monde. C'est une information qui vient de sortir dans des études selon des rapports cités par l'ONU, les Nations Unies. Donc, selon une étude citée par le rapport, le nombre de personnes pauvres vivant dans des conditions de chaleur extrême en zone urbaine va bondir de 700% d'ici 2050. Donc, un rapport choc qui vient de sortir à l'ONU, aux Nations Unies, qui dit que finalement, dans quelques années, les chaleurs extrêmes vont faire plus de morts que le cancer dans la société. On nous dit qu'il y a 700% du taux de pauvreté dans les villes, des gens exposés à des sources de chaleur, d'inconfort, qu'il y a des gens qui vont suffoquer. Il y a 700% de chances que les communautés pauvres dans l'avenir suffoquent dans les chaleurs extrêmes. Quand on regarde ce rapport, et je m'excuse, et qu'on lit que, je cite, le nombre de pauvres vivant dans des conditions de chaleur extrême en zone urbaine va bondir de 700% d'ici 2050. Ça commence un peu à faire peur. On est en 2022, là. Si on calcule ça, 2050, là, c'est dans presque juste 25 ans. Donc, d'ici 28 ans, le nombre de personnes pauvres dans le monde vivant dans des conditions d'extrême chaleur va bondir de 700%. Pas de 10, pas de 20, pas de 50%, là. De 700%. Je veux pas paraître alarmant. Je veux pas sonner alarmant. Mais aujourd'hui, au sens critique, en direct de Québecwood, il est vraiment temps de se poser des questions sur notre avenir, parce que c'est à se demander si on a des chances de n'avoir un avenir. Bienvenue au sens, le sens critique. Critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? Ah non, moi je suis dépassé par la situation actuelle. Dépassé. Je suis dépassé par la situation actuelle. Je pense que tout le monde est un peu dépassé par les perspectives de la situation actuelle. Je pense que le rapport de l'ONU, je pense qu'à voir le rapport de l'ONU, cette sortie publique des Nations Unies puis de l'Organisation mondiale des Nations Unies, ça montre à quel point que eux aussi, là, ils sont dépassés. Ils sont dans l'urgence d'agir, même. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau la chaleur extrême, c'est bien beau les canicules, c'est bien beau vivre dans des chaleurs extrêmes, mais il y a des endroits dans le monde où ce qui fait déjà très chaud, déjà en partant, là. Fait que s'il se met à faire plus chaud, ça veut dire que pour certaines populations, ça va juste devenir intolérable, ça va juste devenir invivable pour eux autres, puis ils voudront juste plus vivre là. Ça veut dire quoi, ça? Ben ça veut dire des migrations, ça veut dire des mouvements migratoires, ça veut dire des réfugiés climatiques, ça veut dire des milliers de personnes à la porte de nos pays au nord qui veulent entrer puis qui veulent plus vivre chez eux parce qu'ils sont en train de mourir sous la chaleur intense. Puis là, ben, je vous annonce que la solution magique à ça, c'est pas la climatisation, là. On pourra pas installer des aires climatisées chez tout le monde, là. De toute façon, les aires climatisées, c'est source, ça produit des gaz à effet de serre. Ça augmente les conséquences des changements climatiques. Fait que même si on climatiserait la maison de tout le monde pour lutter contre les chaleurs extrêmes, on en finirait au bout du compte à augmenter les gaz à effet de serre et les chaleurs climatiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, les systèmes de réfrigération et de climatisation contiennent pour la plupart des allocarbures. Pour les gens qui ignorent c'est quoi les allocarbures, c'est des gaz qui ont un potentiel très élevé de réchauffement planétaire. Vous savez, là, on recule dans le passé.
On sait que selon le protocole de Montréal signé en 1987, ça nous a permis d'éliminer graduellement les halocarbures qui détruisent la couche d'ozone, soit les chlorofluorocarbures, les CFC, on les appelle les CFC, puis les hydrochlorofluorocarbures, les HCFC, qui ont aussi un fort potentiel de réchauffement climatique. Dans le fond, ils ont été remplacés au fil des ans par des hydrofluorocarbures, des HFC. Les HFC, qui n'ont pas d'impact sur la couche d'ozone, mais demeurent de puissants gaz à effet de serre lorsqu'ils fuient d'un appareil. On dit dans le fond que les HFC, couramment utilisés comme réfrigérants, sont entre 700 et 15 000 fois plus puissants que le CO2 à cet égard. Ça veut dire que ça peut être entre quasiment 1000 et 15 000 fois plus puissant que le CO2, que le gaz carbonique, autrement dit. Ce qu'on nous apprend notamment, c'est que ces monstres ménagers qui produisent des gaz de réchauffement climatique se retrouvent souvent dans des vieux dépotoirs, abandonnés, souvent dans des vieux sites d'enfouissement, où ce qui se retrouve à fuir, justement, puis avoir des fuites. On se retrouve avec des vieux appareils ménagers qui sont mal traités, mal entretenus, duquel on se débarrasse mal, duquel il n'y a pas une gestion adéquate des déchets. Vous savez, on n'a pas toujours eu les récupère-tout au Québec, là. Puis encore là, c'est pas tout le monde qui passe par les processus de récupération des vieux électroménagers, puis qui passe par ces processus de récupération écologique et intelligent. Parce que là, évidemment, on se rend compte que le HFC est parmi les réfrigérants les plus néfastes pour le climat également. Fait que là, on cherche des alternatives, on cherche une façon de s'en débarrasser, de le remplacer, de se dispenser des vieux appareils. Juste pour vous donner une idée, des émissions mondiales attribuables au HFC par secteur, c'est la climatisation des bâtiments qui en récolte 28% des émanations, 28% quand même. C'est les autres réfrigérations qui en récoltent 12% et la climatisation des véhicules qui en récolte 13%. Il semblerait qu'à Bécancour, il y a une entreprise qui récupère depuis plusieurs années les appareils de réfrigération et de climatisation résidentielle. Elle en extirpe dans le fond les gaz nocifs pour qu'ils soient détruits. Elle estime que 90% des gaz du circuit réfrigérant et de la mousse isolante des électroménagers sont encore rejetés dans l'atmosphère au Québec, selon les données de 2021. Autrement dit, l'usine de Bécancour est l'une des seules au pays à pouvoir récolter les gaz de la mousse isolante. C'est ce matériau qui contient le plus d'halocarbures dans l'appareil, à ce qui paraît. On dit qu'en plus du gaz, l'entreprise récupère les plastiques, les métaux qui composent les électroménagers, au total de 96% du contenu des appareils qui sont récupérés. Donc, on nous note que le tiers des appareils recyclés à l'usine sont encore des CFC. Même ceux qui sont bannis depuis 1995 signent que le parc d'appareils résidentiels évolue très lentement malgré la réglementation. Ce qui veut dire que l'utilisation des matériaux aujourd'hui ne reflète pas la tendance et la réglementation actuelle encore sur le marché actuel de la disponibilité des appareils. On nous dit dans le fond que l'usine de Pure Sphera a la capacité de démanteler 150 000 appareils par année, mais elle en traite seulement entre 20 et 40 000 pour l'instant. Un chiffre qui est certainement voué à augmenter avec la réglementation, mais également aussi avec le processus de transition vers les changements climatiques pour s'adapter à cette réalité. Parce qu'on nous dit qu'il se vend environ 1600 tonnes de réfrigérants au Québec par année. Donc 1600 tonnes. On dit qu'il y a seulement 100 tonnes qui sont récupérées environ. Alors, ça veut dire que tout le reste s'en va dans l'atmosphère finalement.
Donc, quand on sait que la demande mondiale pour la climatisation commerciale et résidentielle s'accroît constamment, ça devient un peu inquiétant. Parce qu'il semblerait qu'actuellement, les allocarbures recueillis par la compagnie que je vous parle, Pure Sphera à Bécancour, et d'autres entreprises qui font la collecte des gaz usagés au pays, on dit que ces gaz-là sont acheminés vers une usine de traitement située à Swan Hill, en Alberta. On dit que c'est la seule qui effectue la destruction de ce gaz toxique pour l'atmosphère au Canada. On dit que quelques sites aux États-Unis offrent aussi ce service, cependant. On dit cependant qu'il y a certaines compagnies au Canada qui se spécialisent quant à elles dans la régénération de certains de ces gaz pour usage ultérieur dans d'autres applications. Donc, il y a des compagnies qui ne l'éliminent pas, mais qui se valorisent à le réutiliser dans d'autres domaines. La compagnie, d'ailleurs, Pure Sphera, s'est vue accorder par Québec un décret pour construire une installation de genre qui permettrait la destruction des allocarbures au sein même de son site de Bécancour. Un projet économique qui pourrait très bien être viable au point de vue écologique, environnemental à long terme et qui pourrait aussi avoir une demande et une offre au bout du terme, constructive pour le développement écologique et pour s'adapter au changement climatique. Dans le fond, ce qu'on nous dit comme argument, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une manipulation, qu'il y a un transport de ces appareils qui contient ce gaz réfrigérant qui est très dangereux, là, surtout quand il fuit, ben il dit qu'on transfère ça par bonbonne, par citerne, puis c'est rempli d'allocarbures, puis il y a toujours un risque de fuite. On a donc toujours un avantage à traiter et détruire ces gaz sur place, plutôt que de faire des kilomètres sur nos routes avec des gaz dangereux. On nous précise d'ailleurs que les systèmes traditionnels de réfrigération utilisés dans le secteur commercial et industriel connaissent beaucoup de fuites en cours d'usage. On dit que c'est pas rare de devoir remplacer tout le gaz réfrigérant d'un tel système au bout de 5 ans d'utilisation. Juste 5 ans. Ça veut dire que toutes les compagnies risqueraient d'avoir une fuite à tous les 5 ans. On nous dit que d'ailleurs, plus de la moitié des HFC vendus dans le monde servent à remplacer les fuites de réfrigérants dans les équipements existants. Donc, on nous précise qu'Environnement Canada et le ministère québécois de l'Environnement rappellent que la réglementation concerne les nouveaux systèmes. Ceux déjà en place peuvent continuer à être utilisés et réparés. Il n'y a donc pas d'obligation de les changer, ce qui expliquerait le retard dans l'utilisation des systèmes hydrauliques de refroidissement qui seraient moindres et qui auraient des moindres effets sur l'environnement et la couche d'ozone. Ce qui explique un peu le retard dans la transition et dans l'évolution. On voit comment on a révolutionné la loi au niveau des électroménagers pour réduire les émanations des gaz, des allogaz. Puis on voit que des années après la réglementation, parce que le Québec a passé une loi qui oblige juste les nouveaux appareils, ben il y a encore des vieux appareils en circulation qui engendrent encore le problème environnemental et le désastre écologique qu'on dénonçait il y a des années. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous dit que dans le secteur commercial puis industriel, il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers des options plus vertes, comme le CO2, qui est utilisé comme réfrigérant, à ce qui paraît, depuis des décennies pour certaines applications, mais dont le marché s'accroît en ce moment. Le CO2 nécessite des conduites à haute pression pour faire son travail, à ce qui paraît. C'est Carnot Réfrigération à Trois-Rivières, qui est un chef de file dans ce domaine en Amérique du Nord. Ses clients sont des grands supermarchés, des salles de serveurs, des arénas, divers types de bâtiments commerciaux ou industriels. Dans le fond, selon cette entreprise, le CO2 a un potentiel de réchauffement de 1 comparativement aux allocarbures traditionnellement utilisés qui sont des milliers de fois plus dommageables pour le climat, rappelle le vice-président ingénierie de l'entreprise. Il est aussi plus performant, permettant des économies d'énergie et les équipements prennent moins de place, poursuit-il. Il nous informe que d'ailleurs le CO2 est particulièrement efficace pour effectuer de la récupération de chaleur, un gros avantage pour notre climat nordique. On dit également que dans les commerces et les industries,
et les appareils résidentiels et les véhicules, on utilise de plus en plus des hydrofluoroléphines, des HFO, des allocarbures qui ont un potentiel de réchauffement très faible comparable au CO2. Le seul inconvénient, c'est que les HFO peuvent nuire à l'environnement lorsqu'ils se décomposent dans la nature. On dit qu'on emploie aussi fréquemment des hydrocarbures, comme le réfrigérant, par exemple le propane ou le pentane, qui ont aussi un potentiel de réchauffement très faible. Ils ont toutefois des propriétés inflammables et demandent des mesures de sécurité additionnelles. On s'entend-tu que c'est des gaz sous pression? Mais on nous dit cependant que la transition passera certainement nécessairement par ces réfrigérants, selon les experts. On dit que l'Europe et certains pays asiatiques ont d'ailleurs une longue longueur d'avance en cette matière-là. Puis, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi nos vieilles méthodes, les vieilles méthodes qu'on utilisait dans le passé. Pas le charbon, mais le chauffage à l'eau, hein? La vapeur. On a l'électricité, aujourd'hui au Québec. Puis le biogaz, la biométhanisation. Ça aussi, ça pourrait devenir un gaz refroidissant probablement. La biométhanisation, quelque part, là. Un gaz sous pression, ça peut très bien devenir un réfrigérant, ce que je comprends, là. Fait que de ce que je comprends, on pourrait récupérer nos restes de table, nos restes agricoles, nos restes marins, faire de la biométhanisation, faire des récupérations d'hydrogène, de la recapture de gaz dans nos dépotoirs, puis chauffer des villes, des cités avec ça, des appareils, puis faire même des systèmes refroidisseurs, de la réfrigération avec ça sous pression. Et étant donné que ça serait un combustible et un réfrigérant fait avec de la récupération de des gaz qui seraient déjà perdus dans l'atmosphère, ça serait finalement une action qui annulerait des conséquences d'une production d'un réchauffement climatique. Donc, ça serait une action moindre pour les conséquences des réchauffements climatiques. Ça serait une solution éventuelle pour la transition. Parce que ce qu'on lit là, c'est que la Terre va se réchauffer puis qu'on va traverser des chaleurs intenses. On va se retrouver avec des souffrances puis des pertes humaines, là, avec des inégalités croissantes, avec un appauvrissement puis des gens démunis, sans solution face au changement climatique. C'est quoi qu'on va faire face à ces changements climatiques quand on sait que 700% des populations vulnérables exposées aux chaleurs sont vouées à augmenter dans nos populations urbaines d'ici 2050? Tu sais, on nous dit quand même que selon les trajectoires actuelles, les vagues de chaleur pourraient atteindre et dépasser ces limites psychologiques et sociales qui sont tolérables. Ça pourrait dépasser l'entendement, surtout dans les pays d'Asie du Sud ou d'Asie du Sud-Ouest. Donc, ça veut-tu dire qu'on va se faire envahir? Non, mais pour vrai, parce que si tout le monde commence à mourir sous la chaleur dans d'autres pays du monde, en même temps, ils vont toujours bien vouloir déménager à quelque part dans le monde où ce qui fait moins chaud, là. Parce que c'est vrai, là, il y a des limites. Il y a des limites à ce qu'une personne exposée à des chaleurs peut tolérer face à des humidités extrêmes puis des canicules, là. Surtout si tout est en train de brûler puis qu'il y a des incendies de forêt partout en Australie, puis aux États-Unis, puis dans le sud, puis que les déserts continuent de s'étendre, puis l'eau potable de s'évaporer, puis l'eau des montagnes de fondre, puis d'inonder des villes en coulées de boîte puis en inondation sur les villes d'Europe. Puis là, ben, tu sais, on parle des morts que ça pourrait occasionner, ces vagues de chaleur-là, dans les pays du Sud. Mais il faut penser aussi à la crise alimentaire, là. Il y a plein de choses qu'on cultive dans le Sud, là. Des oranges, le sucre. C'est quoi qu'on va faire sans les épices puis les fruits exotiques qui nous viennent de l'Afrique puis de l'Inde puis de tous les pays transcontinentaux? Faut-tu s'attendre à traverser une crise alimentaire aussi? À vivre des migrations des populations animales, des invasions d'insectes dans certaines zones, des déplacements d'immigrants puis des tonnes de réfugiés climatiques qui sonnent à la porte puis qui cognent à la porte de notre frontière. Ding dong! C'est pas mêlant. Il y a des régions entières du globe qui vont devenir tout simplement invivables. Pas vivables pour une scène. Même si vous payerez du monde pour aller vivre là, il n'y a personne qui va vouloir rester puis aller vivre là. Tellement qu'il va faire chaud puis que ça va devenir insoutenable, invivable, beaucoup trop chaud et humide. Même les moustiques en m'amener ne voudront plus vivre là.
il est clair. C'est clair que si on ne réduit pas les gaz à effet de serre, si l'activité humaine qu'on a actuellement n'est pas plus en harmonie que l'environnement, si on continue à accroître les conséquences sur les réchauffements climatiques, puis notre activité humaine continue à avoir des conséquences sur les réchauffements climatiques, puis qu'on continue à produire des gaz qui sont nocifs pour la couche d'ozone, ben à un moment donné, il n'y en aura plus de couche d'ozone. Ce qu'on nous dit finalement dans ce rapport choc, c'est que les canicules, c'est déjà le plus grand fléau pour l'humanité. Elles tuent déjà des milliers de personnes chaque année, puis on dit qu'elles vont devenir de plus en plus mortelles au fur et à mesure que les changements climatiques s'accentueront. On dit que les chaleurs, les vagues de chaleur, sont à l'origine de centaines de catastrophes les plus meurtrières jamais enregistrées. Le rapport rappelle le lourd bilan de la canicule en 2003 en Europe, qui avait fait plus de 70 000 morts, et d'une vague de chaleur en Russie en 2010 qui avait tué plus de 55 000 personnes. Selon le rapport, les experts et les documents qui ont été donnés, on prévoit des taux de mortalité très élevés en lien avec les chaleurs extrêmes, comparables en magnitude d'ici la fin du siècle à tous les cancers. On nous dit également que cette année, des régions ou des pays entiers d'Afrique du Nord, d'Australie, d'Europe, d'Asie du Sud et du Moyen-Orient ont suffoqué sous des températures records, mais aussi la Chine et l'ouest des États-Unis. On nous rappelle également que la chaleur extrême est un tueur silencieux dont les effets vont s'amplifier, posant d'énormes défis au développement durable tout en créant de nouveaux besoins humanitaires. Vous savez, même au Québec, on a vécu nos canicules, puis c'est triste à dire, mais on a eu des personnes âgées qui sont décédées à cause de des coups de chaleur. On a une population vieillissante, puis c'est pas tout le monde qui a la même résistance face aux chaleurs extrêmes. Et on a vécu des vagues de morts à cause des chaleurs extrêmes pendant certains étés au Québec. Des dizaines, des vingtaines, des soixantaines de morts. Parfois, peut-être pas assez pour que ce soit significatif pour faire parler dans le reste du monde. Mais même au Québec, au Canada, on n'est pas à l'abri de ça. Les chaleurs extrêmes, les canicules, puis les coups de chaleur et les morts dus aux chaleurs extrêmes. Surtout quand on sait que nos villes sont des îlots de chaleur, que les parcs et les forêts sont pas tellement protégés, que les milieux humides sont en voie de disparaître. Donc, de la chaleur urbaine, il y en a beaucoup dans nos villes, là. Je veux dire, nos villes sont littéralement des fournaises. D'ailleurs, en 2003, les hôpitaux de toute la France ont été envahis par des patients âgés qui cherchaient un traitement pour des plaintes liées à la chaleur. Donc, si ça arrive en France, ça pourrait très bien arriver au Québec. Puis quand le rapport nous dit que, la chaleur, c'est un tueur sournois, je trouve que c'est bien exprimé. Moi, on m'a toujours conté une histoire, je sais pas si vous connaissez, vous, l'histoire de la grenouille. On dit, mets une grenouille dans un bassin d'eau bouillante, elle va sauter, elle va capoter, elle va trouver ça chaud, elle restera pas dans ton bassin. Mais mets une grenouille dans l'eau, puis fais monter la chaleur de l'eau à petit feu tranquillement. Jusqu'à temps qu'elle devienne intolérable, malheureusement, la grenouille, elle verra pas la chaleur monter, elle sentira pas la différence de chaleur. Puis un jour, elle va juste bouillir. Donc c'est ainsi que la petite grenouille finit en pâte de grenouille et se fait dévorer, en cuisant d'elle-même sans même s'en rendre compte. La grenouille dans l'histoire, c'est nous autres. C'est l'être humain. Puis la bouilloire, là, avec l'eau qui bouille, là, c'est la terre avec la couche d'ozone. Ouais, puis on est pognés là-dedans, nous autres. Puis là, la chaleur, elle fait juste augmenter. Fait qu'à même temps, on est des êtres humains, hein? On est quand même une tolérance à certains niveaux de chaleur, mais à même temps, on peut aussi cuire et bouillir. Donc, on va-tu finir en cuisse de poulet? C'est la question que je me pose puis que je vous pose aujourd'hui au Sens Critique. Est-ce qu'on va tous finir en cuisse de poulet comme la grenouille dans mon histoire que je viens de vous raconter?
nous invite finalement dans ce rapport à réaliser de façon urgente des investissements importants et durables pour atténuer l'impact du changement climatique et soutenir l'adaptation à long terme des populations les plus vulnérables, des personnes les plus pauvres, les moins bien nantis. On nous dit que le système humanitaire n'a pas les moyens de résoudre seul une telle crise d'une telle ampleur aujourd'hui, que l'action individuelle est portée vers l'échec. C'est collectivement qu'il va falloir qu'on agisse, tous les pays du monde, les Nations unies. On nous dit, selon le chef de l'Agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, que nous manquons déjà de fonds et de ressources pour répondre à certaines des pires crises humanitaires en cours déjà cette année. Donc, on n'est pas rendu à demain, on n'est pas rendu à l'année prochaine, on n'est pas rendu en 2050. Là. 2050, l'année où la détresse des gens pauvres va avoir augmenté de 700% par rapport aux chaleurs, par rapport au réchauffement climatique. L'année où on va interdire, on va retirer supposément, arrêter de faire des émanations de carbone et respecter nos accords supposément, où la voiture à essence va être retirée. Mais est-ce qu'elle va être retirée totalement du marché puis elle va être encore retirée de nos routes puis elle va fonctionner encore? Si c'est comme les électroménagers, ces monstres ménagers qui se retrouvent aujourd'hui dans nos dépotoirs à polluer l'atmosphère, j'ai du mal à voir comment qu'avec le retrait de la voiture à essence aussi tard, on va parvenir à réduire nos émanations de CO2 à temps. J'ai l'impression qu'on va interdire la vente des véhicules à essence, OK, en 2035, je pense. Ben OK, mais il va y avoir encore des voitures à essence en 2050, puis on n'aura pas réduit nos CO2. Il va y avoir encore des fuites d'essence et des terrains contaminés par l'essence en 2060 au Québec, puis on n'aura pas atteint nos accords. On va vivre avec 70% d'un nombre de pauvres qui vivent dans des chaleurs extrêmes puis pour lesquels on n'aura pas de réponse. Parce qu'on n'aura pas aménagé nos villes en conséquence pour faire des parcs, pour remettre de la verdure, pour lutter contre les îlots de chaleur, pour mettre des abreuvoirs, pour redonner accès à l'eau, à nos lacs, à nos rivières, pour protéger notre eau. Moi, je pense que quand la Croix-Rouge puis l'ONU sort pour nous sortir un rapport choc sur les chaleurs extrêmes puis nous dire qu'il y a réellement un risque, là, on devrait peut-être les prendre au sérieux. Pas mal plus au sérieux que quand le pape nous dit que l'apocalypse arrive, mettons. Parce que c'est un peu l'apocalypse climatique à l'horizon, là. D'ailleurs, dans cet article, on revient sur l'augmentation de la climatisation à forte consommation d'énergie, qui sont coûteuses, qui ne sont pas viables sur le plan écologique, puis qui contribuent elles-mêmes au changement climatique. On parle exactement de ces monstres ménagers que je vous parle, qu'on a passé des lois dans les années 80-90 pour retirer du marché, puis qui sont encore présents et en train de polluer sur le marché. C'est le même principe de ce qu'on va faire avec la voiture à essence pour faire la transition avec la voiture électrique. Puis dans la conjoncture actuelle, puis la structure actuelle, on sait déjà que ça ne fonctionnera pas, que c'est voué à l'échec, que ça ne marchera pas, que ça va retarder la transition. C'est pas assez drastique comme mesure. Les gens qui disent que je suis une personne radicale quand je dis ça, ben là, c'est pas moi qui le dis. Si les émanations de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique ne sont pas réduites de manière radicale, le monde va faire face à des niveaux de chaleur extrêmes inimaginables jusqu'à présent. Mettent en garde les deux organisations. Ben là, on peut dire qu'on est trois. Il y a la Croix-Rouge, il y a l'ONU, puis il y a Québec Wood. On est trois organisations à vous dire qu'on se dirige vers l'extinction massive de l'être humain puis de notre race, puis des conséquences inimaginables qui vont mettre notre vie en danger, nos frontières en péril, qui vont mettre la stabilité de nos écosystèmes puis nos systèmes politiques et économiques en péril. Et c'est pas pour demain matin, mais c'est peut-être pour après-demain, par exemple. Parce que 2050, c'est pas demain, ça date pas d'hier, c'est dans pas si longtemps. 2050, c'est plus proche que ce qu'on pense, malgré tout, tu sais. En fait, 2050, c'est vraiment pour bientôt. Parce que moi, je trouve que 2025, ça arrive très vite. Je me replace déjà en 2000, là, aux années 2000, quand on pensait qu'il allait avoir le gros bug informatique, là, ben je trouve que ça a évolué vite puis ça a avancé vite entre-temps. Ça fait qu'étant donné que la société évolue de plus en plus vite,
Ben, moi, je pense que le 2050, on va le pogner plus vite que ce qu'on pense. Puis on va arriver dedans plus vite que ce qu'on pense. Puis les changements climatiques, si on fait rien, on va arriver et on va avoir les deux pieds dedans. Les deux pieds dans l'eau, comme on dit, pendant que le reste du monde y vive la sécheresse. Pendant que des pays vont vivre la sécheresse, d'autres pays vont vivre des inondations majeures. Et ça, principalement des grandes villes. Des régions entières agricoles qui cultivent du riz, qui cultivent des oranges, qui cultivent du sucre, qui cultivent des denrées essentielles à notre alimentation, vont se retrouver sous des chaleurs extrêmes et de l'humidité extrême et ça va devenir invivable. Ils ne voudront plus vivre là, ils vont vouloir déménager. Des pays, parfois même, souvent les plus peuplés du monde, vont chercher à déménager dans les pays du Nord, ce qui veut dire chez nous. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec des milliers d'immigrants qui vont vouloir immigrer au Canada, puis dans tous les pays d'Europe, puis des États-Unis du Nord. Là, on compte pas les ouragans, les tornades, les déplacements atmosphériques, les orages violents, les orages les plus acides. Ça arrive de plus en plus. On est de plus en plus victime de tempêtes violentes, de catastrophes naturelles. Donc, il va s'ajouter ça aussi dans l'équation. Je veux dire, pendant que l'Europe suffoque sous une 4e vague de chaleur, pendant que l'Ouest américain suffoque sous des températures insoutenables, pendant que l'Australie est en train de brûler avec les pauvres petits kangourous innocents qui n'ont jamais rien demandé de ça et qui n'ont jamais rien fait pour mériter ça, on va-tu attendre que la Californie soit en train de brûler, soit rasée par les flammes, puis que New York soit en train de vivre dans les eaux, puis soit inondé par les eaux et marche les pieds dans les eaux pour réagir? On va-tu attendre que la Chambre du Congrès des Nations Unies à New York soit inondée par les eaux? Que les membres des Nations Unies doivent faire leur assemblée, les pieds avec des bottes à ciaux dans les eaux pour réagir? On va-tu attendre que Paris, que Londres soient rendus sous les eaux pour réagir, pour vrai, là? Pendant que l'Asie, pendant que l'Afrique, que l'Australie, que l'Amérique du Sud est en train de suffoquer, de brûler, de complètement mourir sous la chaleur et les déserts qui s'étendent, pendant que leurs forêts humides deviennent de plus en plus humides et invivables et insoutenables, laissant des insectes et des animaux complètement déboussolés dans leur écosystème se développer par surpopulation ou disparaître pour certains jusqu'à sonner leur extinction, jusqu'à bouleverser tous nos écosystèmes, jusqu'à laisser nos océans s'acidifier, être pollués jusqu'à un point où ça va devenir une composition chimique imbuvable et impotable. On va-tu attendre que la Terre devienne stérile pour faire quelque chose face au changement climatique? On va-tu laisser les grandes entreprises tuer ce monde, nous empoisonner, exploiter notre société pour le profit des ressources, pour faire de l'argent, en sacrifiant l'avenir de nos sociétés, de nos démocraties, de tout ce qu'on a bâti, de la vie, de la diversité, de cette planète, de tout ce qui existe au-delà de nous-mêmes? Ou est-ce qu'on va enfin se positionner de façon écologique, intelligente et placer nos limites face à la déforestation, placer nos limites à l'industrie minière, placer nos limites face aux grosses compagnies pétrolières, placer nos limites dans l'industrie de l'alimentation, placer des limites aussi dans l'industrie de la fabrication? Il est temps que toutes les grandes entreprises de ce monde soient mises au pied du mur face à l'environnement et encaissent les conséquences et la responsabilité de leurs propres actes. Il est réellement temps aujourd'hui, maintenant, qu'on prenne une résolution internationale, que les pays du monde respectent leur entente et ne fassent pas comme l'entente de Kyoto avec l'entente qu'ils ont signée à Paris. Je m'entends aujourd'hui à ce que nos dirigeants, à ce que les plus grandes organisations de ce monde respectent l'accord et l'entente qu'on a pris à Paris. Si l'entente de Paris n'est pas respectée, ce ne sera pas juste un échec pour un pays,
Ça va être un échec pour l'ensemble du monde entier. Ça va être un échec pour les Nations unies. Ça va être un échec pour le peuple de la Terre. Ça va être un échec pour tous les pays du monde. Puis il n'y a personne qui peut se permettre de se payer le prix de cet échec. S'il y a un pays dans ce monde qui a assez d'argent pour dire « OK, moi je m'en fous de l'environnement, je m'en fous des conséquences des changements climatiques, je ne changerai pas ma façon de faire, je vais faire comme je veux, comme j'ai le goût de faire. » Mais s'il est pour faire ça, j'espère qu'il y a les moyens de nous rembourser les conséquences des changements climatiques pour l'avenir. Parce que s'il n'y a pas les moyens de nous rembourser ça, ben on va avoir un petit problème. On n'a pas inventé la bourse du carbone pour rien. C'était pour faire payer aux plus grands pollueurs. Il est temps que les plus grands pollueurs payent. Mais moi, je dis qu'il n'est pas juste temps que les plus grands pollueurs payent. Il est temps aussi qu'ils font leur part. Il est temps qu'ils fassent leur part pour cette société, puis pour l'environnement, puis pour lutter face au changement climatique, parce que les citoyens tout seuls n'y arriveront pas. Si les grandes entreprises n'en mettent pas un peu de leur, si vous ne mettez pas un peu du vôtre, si tout le monde n'y met pas un peu du sien, si les grandes entreprises ne font pas leur part, on est foutus. Il n'y a rien à faire. Ça dépend grandement d'eux autres, malheureusement. Puis moi, je ne suis pas actionnaire, je ne suis pas directeur, je ne suis pas dirigeant d'une grosse entreprise. Là. Je parle pour un citoyen là, qui n'a aucun acquis, qui n'a rien, qui n'a aucune valeur boursière ni financière. Là. Je parle pour un citoyen qui fait sa part pour l'environnement, qui essaye de recycler, qui essaye de composter, qui essaye de faire attention à l'environnement dans la mesure de son possible. Et je demande et j'aimerais ça que les entreprises fassent pareil. Parce qu'il en dépend de mon avenir. Moi, là, en 2050, là, je vais être rendu vieux. En 2050, j'aurai plus l'énergie de me battre pour l'environnement, puis l'écologie, puis militer. Je vais être vieux, puis j'ai pas le goût de vivre, puis de mourir dans un coup de chaleur. Parce qu'on n'aura rien fait pour arrêter les changements climatiques. Ça fait que ce que je dis là aujourd'hui, c'est peut-être des paroles qui vont me sauver la vie plus tard, puis qui vont leur sauver la vie à peine du monde. Parce qu'en 2050, là, je vais quasiment avoir le double de mon âge aujourd'hui. Je vais être sur le bord de prendre ma retraite, autrement dit. J'ai pas envie qu'on traverse une grosse canicule mondiale puis de mourir d'un coup de chaleur dans un hôpital du Québec parce qu'on n'aura rien fait contre les changements climatiques en 2022 alors qu'on nous annonçait des choses alarmantes sur le fait qu'il faudrait commencer à penser à réagir. En fait, qu'on aurait dû commencer à réagir bien avant ça. Ouais. J'ai pas envie de mourir d'un coup de chaleur. Puis je pense que c'est la vie de bien des Québécois. Je pense que dans une population vieillissante comme la nôtre, là, il y a pas mal de nos personnes âgées en ce moment qui lisent ça, qui entendent ça, qui écoutent ça, puis qui ont peur, puis qui se disent « Ben moi non plus, j'ai pas le goût de mourir d'un coup de chaleur, tiens. » Ben ça veut toujours bien dire quelque part que ça va être le temps de faire quelque chose. Mais réellement quelque chose. On ne peut plus attendre, on ne peut plus remettre ça à demain, là, parce que demain là, c'est 2050. Demain, on va être rendu en 2050. Pas mal plus vite que ce que vous pensez. Là, ça va être la coop du climat dans pas long, là. Ça va être le temps. Ça va être le temps de parler de ce qui se passe dans le monde pour de vrai. De dire qu'on n'a plus de temps pour agir. Que c'est notre dernière chance. It's the last time. C'est le dernier acte. The last act. OK? Il nous reste une seule chance pour agir contre les changements climatiques, puis c'est maintenant ou jamais. Parce que plus tard, là, oubliez ça, plus tard, il n'y en aura pas de plus tard. Plus tard, ça sera plus le temps d'agir et de réagir. Plus tard, on va être dépassé par les événements. On est déjà un peu dépassé par les événements. On ne s'attendait pas à ce que les changements climatiques aient autant d'effets aujourd'hui. Il n'y a encore pas si longtemps, on rognait ça, on riait de ça, on prenait ça avec un sentiment de banalité. On a tellement banalisé
les conséquences sur la nature, sur les changements climatiques depuis les années 60 que les scientifiques puis les experts nous parlent, nous expliquent que ça va arriver, que l'être humain a des conséquences sur l'environnement, qu'on ne peut pas continuer sous ce sens-là. On a renié leurs paroles, on a fait comme si c'était pas vrai, c'était des menteries. Puis regardez aujourd'hui. Regardez le monde dans lequel vous vivez. Si vous avez des enfants, moi j'en ai pas, là, mais si vous avez des enfants, c'est vraiment ça le monde que vous allez puis que vous voulez laisser à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre famille, à votre descendance, à votre pays, à votre nation, à votre culture, au monde, à tout le reste du monde, tiens. Moi, je pense que pour l'environnement, nos dirigeants ne peuvent plus simplement parler. C'est bien beau parler, dire qu'on va agir puis qu'on va faire quelque chose, mais à un moment donné, il faut réagir pour vrai. On ne peut plus juste dire qu'on va agir, il faut faire quelque chose. Je m'adresse surtout à nos dirigeants parce qu'il y a juste eux qui peuvent parler à l'élite du monde, puis mettre leur culotte, puis leur dire qu'eux aussi, là, ils vont devoir agir, puis nous aider là-dedans, là. On ne peut pas laisser le monde dans la conjoncture actuelle. Parce que l'argent, c'est bien beau, là. C'est bien beau l'argent, mais l'argent, ça ne réparera pas les conséquences des changements climatiques, ça n'ajoutera pas la réparation pour les changements climatiques. Ça peut acheter la paix avec les Autochtones, mais ça n'ajoutera pas. Ça n'ajoutera pas la paix pour les conséquences qu'on aura faites pour la planète. Le jour où ce qui va être trop tard pour réagir. Le jour où ce que les sécheresses ou que les canicules vont se multiplier, que les glaciers vont fondre, puis que les villes vont être inondées, puis des milliers de personnes vont quitter les grandes villes, puis vont être en exil à chercher un nouvel endroit où vivre, aux portes de nos frontières, puis qu'on ne voudra pas trop les accueillir parce qu'on a encore des conflits avec l'immigration aujourd'hui. On n'est pas sorti de l'auberge, là. Moi, j'ai à craindre, j'ai peur. Il y a de quoi être anxieux, il y a de quoi faire de l'anxiété, il y a de quoi faire de l'éco-anxiété, il y a de quoi être nerveux quand on voit la vision du futur qui nous attend. Il y a de quoi écrire un roman, un livre, un film de fiction post-apocalyptique dans lequel l'être humain s'est détruit lui-même, est parvenu à sa propre perte, sa propre extinction de masse, par ses propres choix, par sa propre stupidité, sa propre avardise, sa propre futilité. Il y a des questions qui se posent. Il y a vraiment des grosses questions philosophiques qui se posent dans nos sociétés. Une chose est sûre, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut plus continuer sur cette route-là. On ne peut plus continuer sur ce chemin-là. Les ravages, les conséquences, on ne peut plus les ignorer. On ne peut plus fermer les yeux sur la réalité aujourd'hui, là. C'est pas en 2025, pas en 2026, pas en 2030 que ça va être le temps d'agir en faveur des changements climatiques puis pour protéger l'environnement et se préparer aux conséquences des changements climatiques. C'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est maintenant, c'est dans l'heure qui suit, c'est dans les minutes qui vont suivre, c'est dans les décisions puis les choix politiques qu'on va prendre présentement. C'est dans le présent qu'on peut agir puis qu'on peut réagir. Là, il faut arrêter de voir le passé, penser au passé, puis de rester à vivre dans le passé puis entretenir nos mauvais choix du passé. Il faut arrêter de vivre dans le futur puis une illusion, il faut vivre dans le moment présent puis réaliser que c'est aujourd'hui qu'on peut agir et réagir en conséquence de cause, en connaissance de cause, avec la science qu'on connaît et qu'on a aujourd'hui. Parce que si on l'échappe au niveau des changements climatiques, on n'aura pas de raison. On va avoir aucune raison de l'avoir échappé avec la connaissance actuelle. Les changements climatiques, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est une guerre pour notre survivance. Ça fait que maintenant, il faut savoir si les gens vont participer à cet effort de guerre dans la transition environnementale. Puis arrêter de penser que les écologistes, c'est des gens radicaux. Ils sont pas radicaux. Mais on se doit de faire une transition radicale parce que pendant des années, on a retardé cette transition. On aurait pu la faire en douceur. On aurait pu faire ça en douceur. Ça aurait été le fun, ça aurait été beau. Il est trop tard pour ça. Hélas, il est déjà trop tard. It's too late. Donc, one more time, il reste juste une seule chance. Il ne reste plus qu'une seule chance. C'est maintenant ou jamais. Est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on se laisse mourir dans les conséquences, les catastrophes et les changements climatiques pour vrai? Bienvenue au sens, le sens critique. Critique.
D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale.